Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeudi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ève Bria. Bonjour Ève. Bonjour, c'est moi qui ai de la chance. Ève, alors on se connaît parce qu'on échange un petit peu toutes les deux. Je pense que ma communauté ne te connaît pas. Pour moi, tu es une femme d'affaires avant d'être une coiffeuse. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai réfléchi un peu à la définition de qui je suis. Et tu le savais que c'était une question qui pour moi était un peu complexe parce que, en fait, eh bien, je suis une femme à multifacettes, à multipotentiel. Et finalement, je m'accepte assez bien comme ça. Et ce que je sais, c'est que je déteste qu'on me mette dans une case. Ah Et oui. donc, je joue mon jeu vie. Chaque jour est un nouveau jour et m'emmène parfois dans d'autres routes ou sur d'autres chemins que celui qu'on m'a promis, celui qu'on m'a proposé, celui qu'on a attendu de moi. Du coup, aujourd'hui, me définir, eh bien, c'est un peu complexe et c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai déjà plein de vies à mon actif, plein de jeux-vie, tu vois? C'est vrai, tu fais beaucoup de choses. En fait, tu es fascinante, mais vraiment, hein. Moi, je te trouve fascinante. Je te vois sur les réseaux sociaux. Donc, tu fais la coiffure. Effectivement, quand je t'avais rencontré au Domaine Scarabée, j'avais été regarder l'interview que tu avais fait avec Philippe Ferrer, où tu disais que tu coiffais les gens selon ton intuition et que tu as donc créé ce principe, ce procédé de morphing intuitif, c'est ça? Ouais. Alors en fait, bon, d'abord, je suis maître artisan coiffeuse. Déjà, ça pose un peu le décor parce que aujourd'hui j'ai un certain âge, tu vois, un peu plus de 50 ans, et la coiffure, on démarre à 16 ans. Donc, ça donne une vision un peu d'une vie passée à coiffer les gens. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte, quand moi-même j'ai voulu transmettre à des salariés, à des coiffeurs aussi, parce que quand je travaillais en salon, je voyais personne travailler comme moi. C'est-à-dire que pour moi, c'était une évidence que ce qui se passait dans la tête du client, ses envies, je les voyais. En fait, je les sentais. Et donc, je ne comprenais pas quand le coiffeur, il allait à l'opposé de ce que le client souhaitait, tu vois, pour être aligné avec lui-même. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'années à comprendre que tout le monde ne fonctionnait pas comme moi. Je me suis même accrochée avec des collègues, avec des confrères, parce que parfois, tu comprends pas, ta cliente, elle passe avec quelqu'un d'autre et on comprend pas, on la désaligne. Alors, tu vois, moi, je suis coiffeuse parce que j'ai été loupée quand j'étais Ah, jeune. c'est vrai? Ah, tu vas nous le raconter d'ailleurs. Ah oui, je te le racontais. C'est l'histoire de ma vie. C'est ce qui fait que je suis coiffeuse aujourd'hui. Alors, comment ça a commencé, dis-moi? Ah, eh ben en fait, c'était un âge où, quand tu vas pas très bien, en fait, je regardais des émissions l'après-midi, et notamment une où il y avait cet instant une personne qui venait du public ou je ne sais plus, et qui était entièrement relookée, de la tête aux pieds, et on ouvrait devant elle un rideau, et je voyais la sensation. Tu vois, cette sensation, des fois, les gens pleuraient. Et Ah à un oui. moment donné, j'ai eu envie, moi, peut-être inconsciemment, de construire mon image. En tout cas, de sortir de la vie dans laquelle j'étais. Et je me suis dit que j'allais passer par cette étape-là. Et donc, j'ai un peu seriné tout le monde dans ma petite famille, hein, parce que c'était une petite famille avec pas énormément de moyens, pour aller chez ce grand coiffeur de la télé. Ah, c'est vrai? Ah oui, Non, oui, mais oui. t'avais quel âge? Ah bah, j'avais 16 ans, même pas 15. 15, tu vois, les choses de À la vie 15 ans, sont un tu peu. regardes les émissions télé, là, et tu te dis, je veux être coiffée par ce coiffeur. Mais en fait, ce coiffeur, il était à côté de chez moi. Ah ouais. Donc, ça valait l'équivalent d'un survêtement à l'époque, je me rappelle. Et je me suis dit, je vais demander ça. Et en fait, on m'a oubliée dans un coin du salon. J'étais un peu trop jeune. Je voulais toujours être coiffée comme Kelly dans Les Drôles de Dames. Parce que tu vois, à l'époque, j'étais brune. Oui. Et en fait, le coiffeur voulait jamais parce que j'étais moi une enfant. Donc, tu peux pas passer un Ouais. temps indéfini à coiffer comme Kelly dans Les Drôles de Dames. Donc, à chaque fois, j'étais un peu frustrée de ça, de ne pas avoir Kelly. Tu vois. Moi, je voulais Kelly dans Les Drôles de Dames, mais je voulais aussi sa vie. En fait, ce que je voulais, c'était changer, moi, de vie. Tu vois, je voulais changer de je vis.
Et donc, je suis allée chez ce grand coiffeur et on m'a totalement oubliée. Donc, on m'a fait une permanente C'est et vraiment pas très professionnel, ça, hein, quand même, hein. bah, en fait, je pense que à l'époque, c'était beaucoup sur la quantité, hein. Et moi, j'étais jeune. Donc, je suis arrivée là un peu comme un cheveu sur la soupe, probablement dans cette grande enseigne. Et comme j'étais jeune, on a dû peut-être me laisser à quelqu'un qui débutait, je n'en sais rien. Toujours est-il que quand on m'a rincée, quand je me suis regardée, tu vois, j'ai eu la frayeur de ma vie parce que je ressemblais au chien de ma mère, qui était à l'époque un caniche. Et j'aime autant te dire que ma mère, qui ne réclamait jamais rien, qui n'a jamais réclamé rien de toute sa vie, c'est la seule fois où je l'ai vue retourner à un endroit pour demander si on pouvait m'aider. Parce qu'en fait, je suis rentrée à la maison, j'ai mis une serviette sur ma tête et moi, je voulais plus sortir, tu vois. T'étais On effondrée, hein. Ah ouais, en fait, mon père venait de décéder, donc je vais le faire un peu court parce que peut-être que les gens, Non, euh, mais vas-y, vas-y. voilà. En fait, bon, moi j'ai eu une enfance un peu marécageuse avec un environnement pas très beau, pas un peu, carrément noir. Tout était dangereux là où j'habitais. Mon père buvait, il adorait les armes, il les collectionnait, il les fabriquait. Voilà, il buvait. Donc, Il était fatal. violent, ton papa? Pardon? Il était violent, ton papa? Euh, euh, bah, en fait, moi, je minimise toujours un peu tout, hein. Pour accepter ce que j'ai vécu, je minimise. Donc, je vais te dire non, non alcoolisé. Oui, bah oui. Et je vais te dire oui, extrêmement alcoolisé, puisque passion d'armes à feu égale un jour, il se passe un drame. Tu vois, ces drames qu'on lit dans les journaux. Donc, en fait, ça va tomber un peu à plat comme ça, mais mon père s'est suicidé un soir devant moi. Et je savais que ça allait arriver ce soir-là parce que je pressentais déjà beaucoup les choses. Et donc moi, ce soir-là, j'ai protégé ma mère parce que c'était... T'étais jeune, en fait, ah puisque ouais, c'était j'étais vers très quoi? Quinze jeune. seize ans, c'est ça? Ah, c'était avant. Tu vois, Non, c'est c'était une date avant. que je retiens pas. Hmm. Elle veut pas s'accrocher. Enfin, Hmm. je veux pas la mémoriser. Bon, toujours est-il Je- que après ça, moi, j'ai voulu me reconstruire. Pas me reconstruire, en fait, me construire. Tu vois, je regardais les pubs à la télé quand j'étais jeune. Et moi, je comprenais pas pourquoi j'étais dans cette famille-là, qui était complètement dysfonctionnante. Je me disais, moi, je veux aller dans la pub. Ça collait Mettez-moi pas dans une... avec tes rêves, hein, avec qui tu étais, en fait. Ah C'était ouais, pas la vie que tu aspirais, en fait, c'est ça? je me disais, c'est pas possible, ils passent ça à la télé. Mais donc, est-ce que ça existe, cette vie-là? Tu vois? Kelly, dans Les Drôles de Dames, est-ce qu'elle existe? Faites-moi Kelly, s'il vous plaît. Là, je veux l'émission. Est-ce que... Et du coup, on m'a fait le caniche de ma mère. Ah, la Donc, déception. drame absolu. Je voulais plus sortir, je voulais plus aller à l'école euh, parce que c'était aussi dangereux. Tu vois, le quartier dans lequel je vivais était aussi, c'était un endroit où il y avait des bidonvilles. Tu vois, les premiers, je sais pas si comment on appelle ça. Euh, Bah, en fait, on mettait les gens qui arrivaient là. Et puis, on mettait aussi Ah, les clochards qu'on ramassait de Paris. On oh. les mettait à l'hôpital de Nanterre. Ça s'appelait l'hôpital de Nanterre. Et moi, j'ai grandi là. Voilà. Donc, T'avais mon peur? idée à moi, c'était de me sortir de là. Ouais. Hein, sortez-moi de Bah là. ouais. C'est un jeu, ça. Ben, je vis, sortez-moi de là. Mettez-moi dans un autre jeu. Je veux plus jouer là. Voilà. Et donc, t'es loupé. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est une révélation pour toi, tu te dis quoi? Alors, c'est une révélation de pendant un an, je mets du gel sur ma tête. Ça s'appelait Vivelle. À l'époque, c'était des pots, tu sais, Je me avec un rappelle. gel Ouais. très violent. Et je me mets Michael Jackson, tu vois. C'est-à-dire que je me mets tous les cheveux en l'air, enfin vers l'arrière, pardon. Et quand il y a du vent, parce que je me rappelle, quand il y a du vent, ça me remonte tout, tu vois, comme une coiffure de afro. Donc je vis dans le corps de quelqu'un d'autre, mais je suis désalignée pendant un an. Et puis le cheminement s'est fait comme ça, petit à petit. Je sais pas comment. Comme il fallait que je me sorte vite de cette vie-là, eh bien, il y avait aussi, ma mère, elle avait une amie coiffeuse.
qui, quand elle venait à la maison, me coupait les cheveux. Et comme tu t'en doutes, j'étais pas la priorité, les cheveux chez moi, c'était pas la priorité, hein, avec tout ce qui se passait. Eh bien, il y avait des séances de démêlage avec elle, mais à l'intérieur, je pleurais tellement elle me faisait mal, cette femme. Ah ouais. Tu vois, il y a eu plein de choses comme ça où j'ai pas compris ce qu'on faisait avec mes cheveux. Donc ma grand-mère aussi, quand elle me prenait, plutôt que de me démêler les cheveux, parce que tu as compris, j'étais une sauvageonne avec une tonne de cheveux et tout emmêlé. Eh bien, ma grand-mère, elle me coupait les nœuds. Oh là là. Mais moi, je ne le Alors, une fois voyais pas parce que j'étais une enfant. Enfin, je ne voyais pas ce qu'on faisait. Quand j'arrivais en colonie, on me mettait un bonnet avec de la poudre blanche. Tu sais, pendant une journée, on m'extrayait du groupe. En fait, il s'est passé des choses, l'air de rien, avec mes cheveux. Et je m'en rendais pas compte. quel Juste, rapport tu as justement avec tes cheveux? Qu'est-ce que ça représente pour toi, tes cheveux? bah moi, je ne savais pas que ça représentait quelque chose. Mais en fait, j'ai vite compris qu'en réalité, tu peux tromper les gens avec tes cheveux. Ah oui, comment ça? Bah, tu peux te faire un look qui n'appartient pas à ton milieu social. Ok. Donc, tu peux t'extraire peut-être un peu plus facilement. Je pense que c'est inconscient, hein, ce que j'ai fait. Mhm. En tout cas, je suis allée vers ce milieu-là, comme ça. Et ensuite, à l'école, quand j'ai annoncé que je voulais faire ça, tout le corps professoral s'est ligué contre mon choix. Et ils ont dit non. Voilà, Ève, il y a des bons résultats scolaires, bah, par rapport aux gens qui m'entouraient, qui ne parlaient pas bien le français. Moi, j'étais une fusée, j'étais Ariane, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je ne voulais pas de leur fusée. Je voulais créer la mienne. Voilà. Et donc, quand ils ont refusé ça, eh bien, moi, j'ai dit, OK, bah, je ne serai plus là. Et donc, pendant un an, j'ai fait les marchés, je suis allée vendre de la fripe à Montreuil, tu vois, aux puces de Montreuil. Alors, je ne te dis pas là, ça craint catégorie plus plus. Tu vends des vêtements au kilo à 1 euro. Voilà. Et moi, j'ai adoré ce contact-là avec les gens qui se parlent sans filtre. Tu vois, ils arrivent tous d'ailleurs, donc ils s'en fichent de qui tu es, ils achètent des vêtements au kilo. Donc voilà, je me suis dit, moi, je veux comprendre comment fonctionne ce monde, euh, comment comprendre, tu vois, tout ce qui m'est arrivé finalement. Moi, j'étais dans un marécage, enfin, c'était noir, tu vois, et j'ai essayé de m'extraire comme ça vers quelque chose de plus beau. La pub, voilà, Kelly, dans Les Drôles de Dames, et toc, on m'a tout cassé comme ça. Donc, j'ai décidé que j'allais faire ça ensuite. Voilà. Comme pour contrecarrer le mauvais sort, ou je sais pas. Et ça a été Et à une... quel moment tu te dis, je vais me mettre à mon compte? Donc, j'imagine que tu as fait comme tout le monde, tu es devenu Ah ouais, apprenti certainement. Et puis ouais. après, tu t'es dit, je me lance. Alors, je ne me suis pas dit que je me lançais. En fait, après toutes ces péripéties-là, moi, je suis devenue agoraphobe. Ah oui, Je pouvais plus sortir au contact des gens. Mais ça, depuis jeune, je ressentais trop les gens. Et je ne savais pas que c'était, comment dire, que c'était intuitif ou connecté. Donc moi, je me sentais juste mal. Quand j'étais au contact des gens, je ressentais tout d'eux, tu vois. Et parfois, j'en avais la tête qui tournait. Je sais pas comment. Après, j'ai eu en plus un problème d'oreille interne, hein, à cause d'un antibiotique qu'on m'a injecté et qui a la capacité de détruire l'oreille interne. Donc, j'ai vraiment eu un cumul des mandats. Et donc, je suis restée, j'ai envie de te dire, allez, bien 3 ans chez moi quand j'étais au paroxysme, au plus haut de l'agoraphobie. Et puis, bah, la vie a mis sur mon chemin quelqu'un qui m'a sorti de chez moi en me proposant des cours de danse. Comme c'était ma passion, ben, j'y suis allée. Et puis, c'était une personne qui avait un peu d'argent de côté et qui m'a dit, écoute, si tu as envie, tu veux ouvrir un salon, bah, moi, je te l'ouvre. c'est super. Moi, je me suis dit, les gens, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a Mm. toujours un monde. Et il l'a fait. Donc voilà, Tu avais quel âge? Tout ton salon, tu as quel âge? ben, c'était en 2010.
Donc, je suis nulle en maths. Mais ça fait Ouais. 14 ans que j'ai mon salon. Et donc, il est ouvert un peu par l'opération du Saint-Esprit. Je sais pas comment te dire, voilà, par quelqu'un avec qui je vais danser, avec qui on a une communication sincère, sans masque. Il vient un peu de là où je viens. Vous êtes compris? Donc, il comprend, Mm. je pense. En tout cas, il a un objectif, c'est me faire sortir de chez moi. Moi, j'ai un objectif, c'est quand même vivre, tu vois, jouer un autre jeu encore. On va pas rester là. C'est Mais c'est nul. clair, parce que ça, c'est vraiment effectivement une partie de ta vie. Et moi, ce Ouais, que je vois, c'est que tu fais des interviews, tu vas interviewer des gens, tu es hyper dynamique, tu as toujours plein d'idées, et puis tu lances ton morphing intuitif. C'est-à-dire que tu ouais, fais, donc toi qui avais peur des gens, tu te lances dans des formations où tu formes ouais. les coiffeuses pour le bien-être des clients. Alors, quand aujourd'hui je parle devant 350 coiffeurs, pour moi, c'est du domaine de... C'est comme si j'envoyais mon clone, tu vois. C'est un challenge que je me mets parce que je me suis toujours mis des challenges. Je suis pas d'accord avec les cartes que la vie m'a distribuées au départ. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et je suis une guerrière. Mm. Attention, parce qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup adoucie, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai compris qu'il fallait que je pouvais laisser tout ça. Ça m'appartenait plus. Mais j'ai mis un temps quand j'étais jeune, je hurlais sur tout le monde. Ah ouais, t'étais en colère. J'étais en colère permanente. Je, j'étais vraiment dans un monde qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. C'est comme si j'avais changé de... Tout est possible, moi je veux le dire, c'est un message d'espoir. Tout est vraiment possible. Et ton morphing intuitif, comment te vient? Donc, tu ressens qu'il y a un décalage entre toi, ta façon de coiffer les gens, de s'intéresser donc à tes clients, il y a un décalage avec donc tes collègues. Comment va naître cette idée de créer le morphing intuitif? Alors en fait, à un moment dans ma vie, même tout au début, je me suis beaucoup intéressée, j'ai toujours été spirituelle. Donc à 20 ans, je lisais déjà les Meurois Gévaudan, pardon. J'étais déjà très ouverte. Et il y avait une voyante à l'époque qui était très très connue, qui s'appelait Maud Christine. Et donc quand j'ouvre mon salon, quelques 2 ans après peut-être, je me demande comme ça, comme une petite forme pensée qui vient, qu'est-ce qu'elle est devenue Maud Christine? Et là, je clique sur Google, hein, notre meilleure amie, et je vois qu'elle vient d'ouvrir une école qui s'appelle l'école du sixième sens. Je me dis que je vais suivre ces cours. Et là, je tombe sur tout un tas d'élèves qui sont déjà médiums, tu vois, qui ont déjà des capacités. Je me demande bien qu'est-ce que je fais là. Et en réalité, je me rends compte très vite. Maud est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle est à la fois dure, à la fois tranchante et à la fois bonne. Enfin, moi, c'est dans mon parcours, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a un peu fouettée des fois. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle m'a révélé mon potentiel que moi, je ne voyais pas. Et donc, elle m'a un peu poussée. Et donc, dans cette école, je me suis rendu compte que j'avais quand même un sacré sixième sens. Et que des fois, j'étais même au-delà des gens qui se disaient médium ou voyants. Connecté? Ouais, ouais, ouais. Et au début, je n'osais pas parler, tu vois, dans les cours parce que tu avais des réunions. Et à la fin, Maud, elle disait, bah, Ève, je suis étonnée que vous n'y soyez pas allée. En fait, j'aurais pu y aller. Donc après, j'y suis allée au fur et à mesure. Donc j'ai découvert ça. Ensuite, donc ça, c'est une parenthèse. Ensuite, un jour, un client vient se faire coiffer. En fait, il accompagne son fils qui vient se faire coiffer. Je le coiffe et très rapidement, il m'explique dans mon salon pourquoi la toile que j'ai choisie là, il y a un pont suspendu, pourquoi j'ai mis des fleurs là. En fait, il me lit, mais je déteste, tu vois, ce qui... Parce qu'en fait, il voit qui je suis et moi, je fais tout dans mon salon pour qu'on ne voit pas qui je suis, puisque je cache tout un tas de problématiques liées à mon autre vie. Et donc, lui, il me dit, moi, je vous vois avec une arme derrière, là, comme ça, vous êtes prête à me trancher le cou. Moi, je me dis, si lui, il voit ça, c'est que tout le monde le voit. Donc, catastrophe, tu vois, si tout le monde voit ça. Comment j'ai des clients encore? En fait, il m'explique que non.
il est mentaliste. Et C'est donc, le ce monsieur qu'il dont tu m'as fait, parlé il n'y a pas longtemps? ouais, 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 c'est comment son nom? J'ai Jean pas Didier, retenu. Jean Didier Jean- Prignol. Ok. Voilà. Mais il en fait rien. Il est mentaliste de naissance, naturellement. Donc pour lui, il y a zéro intuition, tout est déduction. Et donc, en fait, quand je termine de coiffer son fils, le client d'après ne vient pas. Magie de la vie. Donc je lui ai dit, installez-vous. On poursuit la discussion. Et il a été impossible qu'il reparte sans qu'on prenne un rendez-vous pour aller se faire un restaurant. Et donc j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans et il m'a enseigné le mentalisme. Donc la morphopsychologie, l'étude des codes sociaux, à lire dans les gens et j'ai d'un coup compris. Ma mère, que j'ai jamais compris. Ma fille, que je comprenais pas trop. Ma vie, qui était pour moi un grand mystère. Pourquoi je faisais les choses. Et il m'a tout éclairci. Et donc, je me suis dit, en fait, je le faisais déjà, mais j'avais pas de technique. Et donc, un jour, au salon, j'ai ouvert en faisant un peu une cérémonie de pleine lune. Et je me suis trompée de jour. C'est pour te dire la vie comment elle est. C'était un samedi, je mets des encens, des effluves, je fête la pleine lune alors que c'est pas du tout la pleine lune. Et là, j'ai une cliente qui rentre, qui est une cliente qui est déjà venue, mais avec qui on n'a jamais connecté vraiment, qui en fait est très spirituelle. D'ailleurs, elle joue du handpad à la perfection. Mais elle travaille pour Mugler. Elle est directrice de la formation des studios Mugler. Et donc, je lui parle de ses idées. Elle se livre parce que ce jour-là, comme je me trompe, avec cette histoire de pleine lune, elle va dans mon truc. Elle se met à me raconter qu'elle aussi, elle est spirituelle. Donc, moi, je lui livre mon truc aussi. Et elle me dit, bah, moi, c'est mon métier, en fait, d'écrire des formations. Donc, les idées, ben, je peux les mettre en page pour une formation. Mais moi, je m'arrête là. Et un autre Attends, jour, je te coupe. Est-ce que tu as le oui, sentiment que tout ça, ce sont des synchronicités et que là-haut, ils t'ont mis ces personnes sur ton chemin au bon énorme, moment? énorme, énorme, parce que j'avais déjà essayé de travailler sur cette formation avec une autre cliente. En fait, mes clientes sont souvent des amies, hein, tu as compris. Et elle m'avait tellement embrouillée, que j'avais mis l'idée dans une chemise et je l'avais jetée loin. Avec dans ma tête, plus jamais on me parle de ça. Donc il y a cette première cliente et puis il y en a une autre qui un jour s'arrête devant le salon. Elle sait que je développe du magnétisme, ça c'est un autre point de vie. Et donc c'est à un moment donné où je demande à chacun des clients qui a des problèmes de venir au salon et je vais tester mes mains. Ça. Et en fait, elle s'arrête un jour, comme ça, elle trouve une place devant la boutique et elle me dit qu'elle s'est fait marcher sur le pied par son cheval là-haut et qu'elle n'ose pas enlever la botte. Tu vois, moi, je me dis, oh, attends, je débute en magnétisme, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je lui répète au moins 4 fois, mais du coup, on fait la couleur, on fait la couleur. Elle me dit, non, Ève, on m'a dit de m'arrêter là pour mon pied, tu vois. Donc, moi, je mets mes mains sur sa botte, on n'enlève même pas la botte. Et à un moment donné, j'entends, c'est beau. Et donc, je la regarde. Elle me dit, j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, c'est parti. Donc ensuite, elle est allée faire une radio, tout ça, mais la douleur qui lui coupait, elle en était tombée dans les pommes, hein, là-haut quand même. Et en sortant, elle me demande combien coûte ma séance. Moi, je lui dis que j'ai pas de prix, puisque j'essaye à ce moment-là. Elle me dit, mais moi, ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait un retour. Et elle me dit, est-ce qu'il y a quelque chose où je peux vous aider? Et je lui dis, bah, j'ai une formation dans ma tête, mais je ne sais pas trop. Et elle me dit, bah, c'est mon métier. Coach, coach de vie. Je peux te dire, je lui dis que j'ai mis la chemise, que je l'ai jetée dans un coin. Elle me dit, on va tout reprendre. Moi, ça va être mon prix. Elle s'appelle Anne Autré. Aujourd'hui, elle a ouvert un domaine où elle fait de l'équithérapie. Donc, elle est allée jusqu'au bout de son coaching à elle. Et on a fait des sessions de travail. Et donc, en parallèle, j'ai eu cet autre client qui a mis en image ma formation. Une fois que je l'avais bien digérée, euh, mise au clair avec cette cliente-là, donc qui m'a coachée gratuitement, tu vois, j'ai rien demandé. Incroyable. Tu travailles énormément aussi, hein, Ève. Moi, je te vois, donc moi, j'habite en Nouvelle-Calédonie, il y a un grand décalage horaire. J'ai l'impression que tu es un petit peu surhumaine. Tu travailles énormément, tu es tout le temps connectée, tu es dans tous les sens. T'es incroyable, hein.
Ouais. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, tout ce que tu fais. Oui, après, c'est un peu, j'ai envie de te dire, tu vois, Mandela, Mm, quand il est sorti de prison, tu as vu tout ce qu'il a fait. mm. Bon, ben moi, j'ai été enfermée chez moi. C'est-à-dire que c'est personne qui m'a enfermée chez moi, c'est moi qui me suis enfermée chez moi. Donc, je me suis dit après, à chaque fois que j'ai pu sortir, je suis allée plus loin. Tu vois, j'ai poussé le curseur un peu plus loin. Je suis allée dans des zones inconfortables, un peu plus loin. Ensuite, j'ai rencontré un hypnothérapeute. Ensuite, j'ai rencontré... En fait, j'ai essayé, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait tout ce que tu veux. J'ai tout essayé pour changer ce, tu vois, comme cette boussole-là qui te dit que le nord est là, le sud il est là. Bah, moi, j'ai inversé le nord et le sud. Et comme je suis nulle en géographie, ça va très bien aussi. Voilà. Alors, Ouais, vas-y, excuse-moi. Et donc aujourd'hui, quand on me dit que je fais beaucoup de choses, moi, je me revois chez moi à ne rien faire. Et je me dis, mais en fait, je fais rien. Comment je vais rattraper ce temps, tu vois? Parce que j'ai loupé plein de jeux vie. Alors, tu as ton salon de coiffure, Ouais. tu fais des formations, tu parles devant 350 coiffeurs, tu fais des formations pour expliquer le morphing intuitif. Tu as une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ta chaîne YouTube? Eh ben, c'est Eve on Air, le nom de mon salon, donc sans H. Eve on Air. Tu vois, ça veut dire en direct, parce que j'ai aussi été coiffeuse studio. Donc ça a été C'est aussi... quoi une coiffeuse? Ça veut dire quoi, coiffeuse de ah studio? oui. En fait, coiffeuse studio, c'est quand tu coiffes des mannequins. Quand tu coiffes D'accord. des célébrités, tu n'es plus dans un salon de coiffure, tu vas dans un studio où on prend des photos d'elles. Et là, il y a toute une équipe, un photographe, un maquilleur, un styliste, un coiffeur. Et tu travailles. Ça aussi, ça a été mis sur mon chemin d'une façon C'est ce que dingue. j'allais te dire. Comment tu fais pour rencontrer des gens comme ça qui vont t'amener dans un autre monde, dans le monde de la télé quelque part? Mais je ne sais Celui que pas tu comment voyais je quand tu fais. étais petite. Je sais pas comment je fais. Tu vois, moi, je peux être avec Jacques Chirac au Théâtre Marigny pour la remise d'un prix à un couturier que je lance, comme je peux être le 13 mars prochain à coiffer Barack Obama au CNIT de la Défense. Je ne sais C'est ce pas. qui va se passer? Tu Ouais, vas coiffer Barack Obama? ouais, Mais c'est mais énorme! je ne sais pas comment je fais ça. En fait, je le sais parce que je coiffe Fanny Agostini. Fanny Agostini, c'est la présentatrice de En Terre Ferme. Donc, elle était avant présentatrice météo, elle a travaillé pour Ushuaïa TV et maintenant elle a sa fondation. Mais va savoir pourquoi on l'a emmenée se faire coiffer chez moi, pourquoi on l'a orientée chez moi. Bon, bah, c'est le bouche-à-oreille, mais pourquoi elle vient? Pourquoi elle écoute? Donc, comme je la coiffe et que c'est elle qui présente l'événement, bon, bah, il n'y a qu'un pas à franchir. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que Eve ressent quand on lui dit tu vas coiffer Barack Obama? Ah, je me rends même pas compte. En C'est fait, vrai? ouais, là où je le vois, c'est que l'autre jour, j'ai une cliente qui vient, elle est américaine. Et elle me dit, mais moi, c'est mon goal, c'est mon goal dans ma vie d'être dans la même pièce que Barack Obama. Et je lui dis, bah, puisque je suis en train de vous dire qu'il va venir, prenez vos places. Et là, elle regarde et elle me dit 1 200 euros. Ah ouais, ah ouais, tu vois? Et là, je me rends compte, mais pas avant, limite pas avant. Parce que pour moi, Barack Obama, c'est pas, il n'y a rien qui est fou. Ce qui était fou, c'était de vivre dans ma vie quand j'étais jeune. Ça, c'était fou. Hmm. Ça, c'était grave. Ça, c'était dangereux. Aujourd'hui, c'est féerique. Mais tu vois, déjà dans mon enfance, en fait, mon oncle et ma tante étaient forains. Donc, je passais de moments durs à de la barbe à papa avec des manèges. Tu vois, ils étaient fous aussi hein, dans les fêtes foraines. Mais je veux dire, c'était gai. Tu vois, c'était. Donc, tu as des choses comme ça dans la vie qui font haut, bas, haut, bas. Et comment je me retrouve là? Bah, je dois bien chercher des trucs, hein. Je dois ouvrir des portes sûrement, mais Est-ce que tu as le sentiment que tu as arrêté de subir ta vie et que tu as vraiment pris ta vie en main et que tu as un pouvoir d'action? Est-ce qu'on peut dire aux gens, on a un pouvoir d'action dans notre ah, vie? c'est évident.
Alors, depuis toute jeune, quand je dis que j'ai tout essayé, méditation, changement de nutrition, vraiment, dès que j'ai été attrapée par l'agoraphobie, j'ai eu de cesse de modifier ça. Et j'ai tout étudié, la chimie de mon corps, l'épigénétique, attends, l'épigénie, je ne sais plus comment on dit exactement, si c'est épigénie ou épigénétique. En fait, je me suis intéressée à ça et je me suis dit que je devais pouvoir modifier mon ADN toute seule. Donc, je suis devenue une ayatollah de l'alimentation. Quand je dis ayatollah, c'est tu coupes le légume dans le sens de la fibre, tu le manges avant 15 minutes, sinon il n'a plus de vitamines. Et tu vois, je vivais plus avec personne parce qu'on ne pouvait plus me sortir nulle part. Donc ça, maintenant, j'ai arrêté. Et tu vois, j'ai essayé chaque chose et j'ai travaillé mon mental tous les jours. Je faisais des méditations, je visualisais et chaque pensée mauvaise qui rentrait, j'essayais de la tuer, tu vois, et de la remplacer par une autre. Mais quand tu es chez toi et que tu n'arrives pas à sortir, tu peux que espérer que ça va arriver. Mais tu te dis pas que ça Que- va arriver. Quelle est ta plus belle victoire aujourd'hui, Ève? De quoi tu es la plus fière? Bon, d'abord d'avoir mes filles et de pas avoir reproduit ce qui m'est arrivé à moi. Parce que ça, c'était, en tout cas, pas totalement. Tu vois, d'avoir essayé de modifier aussi l'ADN d'une famille. Tu vois, d'avoir un peu coupé les, comment te En dire, fait, c'est les... du transgénérationnel aussi, donc tu as coupé. Ouais. En tout cas, j'ai compris aussi pourquoi mes parents avaient vécu comme ça, parce que je me suis retrouvée moi aussi jeune avec une enfant, moi aussi jeune dans... Mais je n'ai... Tu vois, je comprends pas aujourd'hui les gens qui ne tentent pas. Tu vois, quand on Qui me dit n'osent pas c'est prendre des dur. risques? Ah ouais, c'est dur, tout le monde est ligué contre moi. Bon, bah, à un moment donné, ça va être dur vraiment et tout le monde va être ligué contre toi vraiment, Est-ce que tu as encore des peurs aujourd'hui? à plein. C'est vrai? Ah bah oui, tu vois, Comme quoi, par exemple? aller faire une conférence. Mhm. J'ai dit que je referais plus jamais ça. Tellement ça m'a coûté, quoi, de... Et puis les gens, quand ils me regardent sur scène, j'ai tellement travaillé mon apparence, tellement que plus personne peut voir d'où je viens. Donc je sais aussi que les gens, ils jugent facilement sur un cheminement facilité, par une apparence, par des facilités. Tu vois, j'écris facilement. Bah, l'écriture, quand j'étais toute seule avec mes parents, quand je m'ennuyais, t'as pas de télé, t'as pas YouTube, t'as pas Instagram. Bah moi, je lisais et j'écrivais. Et je peux même te dire que j'étais tellement en auto-méditation que je me rappelle très bien, un jour, j'étais sur mon lit, je suis sortie de mon corps et j'ai fait un voyage comme un rapace, tu vois, sur une terre complètement désertique. Et, et j'ai pas compris tout de suite que j'étais en voyage. Tu as fait un voyage astral? Ouais, ah ouais, là, et pour que je me rappelle encore comme ça, et pareil, je me rappelle jamais de mes rêves, et il y a un rêve que j'ai fait où on allait dans un centre commercial et les gens déposaient leur bébé dans une piscine avant d'aller faire leurs courses. Et ils reprenaient le bébé en partant. Et moi, pour moi, c'est un peu la matrice, finalement, avec le temps. Et tu choisis le visage que tu vas jouer. Et hop, tu vas ailleurs, tu joues avec ce visage-là parce que en coiffant les gens, avec le morphing intuitif, tu vois, on arrive toujours à mettre le visage de l'un dans le visage de l'autre, avoir des traits un peu similaires d'un visage à l'autre. Et là, tu te dis, ah ok, lui, il a pris ce masque-là. Et souvent, ça va avec le caractère. Puisque moi, j'étudie la morphopsychologie, je l'enseigne, donc je suis obligée d'être attentive à ça. Je me dis, c'est pas possible, on se prend des jeux-vie, mais on se prend aussi des bouts de visage, des bouts de cheveux. Va savoir, tu vois, tout est possible. Quel est ton ou tes rêves que tu aimerais vraiment réaliser? Là, si j'avais une baguette Alors, magique, je te dirais, vas-y, Ève, qu'est-ce que tu aimerais créer aujourd'hui? ah, créer moi, personnellement, tu veux dire, ou pour le monde? Mhm.
Les deux. Alors, pour le monde, j'aimerais que les gens soient interconnectés, mais qu'ils le voient. Ça me Hmm. vient une pub Manpower, tu sais, où chacun, mais ça devait pas être ça le nom. Et j'aimerais faire la même chose avec les coiffeurs. Ça, je t'en ai parlé. C'est pas quelque chose qui est encore clairement défini. C'est que, en fait, chacun puisse être formé, assumer différemment, de travailler avec son intuition, de le revendiquer parce qu'aujourd'hui, c'est OK. Moi, quand j'en parlais il y a 7 ans, tout le monde me rigolait au nez. Mardi C'est vrai. dernier, je formais les forces de vente d'Yves Saint-Laurent. Les gens vont moins Tu te rire rends compte, hein. Tu prochainement. formais les forces de vente d'Yves Saint-Laurent. Non, mais c'est énorme. J'ai vu la vidéo, hein. C'est magnifique. Tu vas dans des lieux magnifiques en plus. Tu te Alors, rends compte ça, cette reconnaissance, cette revanche sur la petite fille que tu étais? ah, c'est qu'une revanche. C'est qu'une revanche, mais en fait, non, je te dis des bêtises. Parce que maintenant, c'est plus une revanche. Maintenant, je sais que c'est T'as dépassé ça? ouais, c'est le fruit d'un travail, d'un long cheminement. Et c'est pareil, je suis plus énervée avec les gens qui me jugent. Tu vois, je sais comment on me voit. Je crois que j'ai une capacité de télépathie aussi Mm. avec mes clients, avec les gens qui m'entourent. Et comme je suis affûtée, tu vois, de ce terrain que j'ai pratiqué, qui était impraticable en plus, pour te dire, le CNIT où je vais aller coiffer Fanny Agostini et Barack Obama et toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que, eh ben, ça s'appelle le CNIT de la défense. Et quand j'étais plus jeune, tu vois, ça vient de me venir là, eh bien moi j'avais des amis qui étaient tellement fous qui me disaient qu'on allait faire du toboggan sur le CNIT de la défense. Bon, je sais pas combien il y a de mètres du sol, 200 ou 300. Sauf que eux, ils étaient tellement fous qu'ils avaient vraiment déverrouillé le truc pour aller sur le haut du CNIT. T'imagines si je les avais écoutés, mais ils me faisaient prendre le train à l'envers. Tu vois, Oh, j'étais dans une vie un peu à la Jamel Debbouze, où un bras peut être enlevé J'étais dans une une vie fraction de dangereuse comme seconde. ça. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais assez que les gens, enfin, arriver à faire prendre conscience aux gens qu'il y a de l'espoir. Et tu vois, à chaque fois que je croise quelqu'un qui a un potentiel, je le vois. Je sais où il est. Et ça, c'est une capacité que je veux aussi développer après, c'est d'emmener les gens ailleurs que là où ils sont, parce que c'est ce que j'ai fait moi. Alors, l'histoire reste à écrire. Pour l'instant, je m'amène des coiffeurs. Et Là, plus tu ça parlais de va, télépathie, que tu avais ouais. le sentiment que tu arrivais donc à avoir de la télépathie, à lire un peu les pensées des gens. Selon toi, quel regard les gens portent sur toi quand ils te croisent? Ah, je le sens, je le sais, je le vois. Je peux, bah, que c'est facile pour moi, que je suis frêle, bien faite, bien coiffée, bien maquillée, que j'ai eu plein de facilité, que je suis pas que je suis vive, oui, intelligente au premier abord, non, superficielle, souvent. J'adore les laisser aller là. Ça La me, première fois que je t'ai vue, j'avais très envie d'être en contact avec toi. On avait très peu de temps et j'ai hésité une fraction de seconde à te parler parce que effectivement, tu étais belle, super bien coiffée. Moi, j'arrivais de Nouvelle-Calédonie, donc on était au domaine Scarabée. J'avais ma doudoune, j'avais mon écharpe. Euh, et je savais pas qu'est-ce que tu allais ressentir ou qu'est-ce que tu allais penser. Et je me suis quand même jetée à l'eau parce que toi, tu étais mais vraiment parfaite, tu vois. Et je trouvais qu'il y avait un décalage entre toi et moi. Et je me suis dit, bah non, c'est pas grave. Je lui dis quand même bonjour et que j'aurais eu envie de partager avec toi. Et là, tu as un sourire comme ça. Tu t'illumines et tu me réponds, mais moi aussi, j'aurais aimé partager plus avec toi. Et je crois même que quand je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie, c'est toi qui m'as écrit la première où tu m'as envoyé un petit message, il me semble, hein, si je me trompe pas. ouais, Et ouais, je me suis dit, waouh! ouais. Mais en fait, j'ai une connexion comme ça. Alors, rarement avec les femmes, quand même, je tiens à le dire, parce qu'il y a toujours tu sais, des barrières de elle est jolie. Alors moi, je savais pas du tout que j'étais jolie, hein, autant te le dire. Entre la coiffure loupée caniche, enfin, la zone où j'ai grandi, valait mieux être moche, valait mieux. Et du coup, moi, j'ai grandi un peu comme un gars, tu vois, avec des survêtements. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'était le prix d'un survêtement. Voilà.
Donc, la féminité, je l'ai développée tard. Moi, je faisais du judo. Tu vois, ma mère, elle m'a mise au judo. Je faisais des compétitions à un niveau national au judo. Ah Pour ouais. te dire que j'étais vraiment une sauvageonne, folle, tu vois, folle, folle furieuse. Donc, c'est qu'un travail. L'apparence, c'est pour aller vers une autre vie, tu vois, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On se sert de son apparence quand on n'a pas les moyens. Écoute, tous les influenceurs font ça. Est-ce que tu as le sentiment d'être une influenceuse dans le domaine de la coiffure? Ah non, moi, pas du tout. Mais c'est ce que les gens voient de moi. Je suis toujours étonnée. C'est un mystère, mais ça, j'ai laissé tomber avec ça parce que tout le monde le voit. Donc, je me dis, OK, c'est que moi, j'ai pas la bonne vision de moi. D'accord. Mais je sais pas, là, j'arrive pas à voir ce que vous voyez, hein. Parce que là, c'est... Sur ta chaîne YouTube, tu interviews des personnalités dans la coiffure. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans cet exercice? Alors, donner la parole à un métier souvent décrié. J'interviewe qui veut, tu vois. En fait, l'idée au départ, quand j'ai créé mon émission Les cheveux dans les yeux, c'était vraiment de donner la parole à chaque entrepreneur qui a des choses à dire. Et donc, j'ai pris au départ des grands directs. Parce que je me suis dit que comme ça, j'aurais un peu de crédit. Mais franchement, je suis allée les interviewer avec mon téléphone, comme ça, tu vois, avec même pas de montage. Tu regardes les premières vidéos, parce que maintenant j'en ai 40. Et j'ai des coiffeurs, des grands coiffeurs, notamment deux, qui m'ont mis des vents monumentaux C'est vrai, par en te trois disant fois. quoi? Rien. T'es pas intéressante, on n'a pas Non, envie, ou ils t'ont même pas rien. répondu? No answer, tu vois. Pas de réponse, c'est pire. Il n'y a rien de pire que le silence. Mais Tu donc, ressens j'ai quoi à ce moment-là? rien, je sais que s'ils disent non, c'est que c'est OK parce que je suis extrêmement protégée. Je le sais, je le sais. Donc, quand ça va pas, je me dis OK, c'est que c'est pas. La seule personne pour qui j'ai insisté, c'est Nicolas Waldorf. Elle est Et super l'interview, je l'ai vue. ouais. Et alors là, je peux te dire que j'étais un peu. Là, tu vas l'interviewer, tu sais que tu vas interviewer quelqu'un qui part dans tous les sens, qui va te couper la parole, qui va pas. Donc, il faut que tu sois un peu préparé. Sinon, je prépare pas tellement mes émissions. Et en fait, lui, je le voulais tellement, j'arrivais pas à l'avoir et j'avais demandé à quelqu'un qui était sur une émission avec lui si on pouvait lui glisser un mot, que j'existais, tu vois, que j'avais une petite émission, tu vois. Je, on me fermait une porte, je rentrais par la fenêtre. On m'a dit non, il est compliqué, Nicolas Waldorf, il est compliqué. Je te jure hein, qu'à partir du moment où j'ai mis l'envie, où j'ai émis l'envie de l'interviewer, la vie, elle l'a mis deux fois sur ma route. Et la deuxième fois, c'était au cours d'un déménagement où je tenais une porte. Il y avait plein de gens qui rentraient dans ce lieu-là, mais moi, je tenais la porte pour faire passer les cartons du déménagement. Et j'ai vu ce petit bonhomme arriver avec son bonnet caché, ses lunettes comme ça. J'ai levé la tête et je lui ai dit, Nicolas. Et lui, on en parle dans l'interview, il dit, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est-à-dire, il a cru que je le suivais, tu vois. En fait, c'est la vie qui l'a mis sur mon chemin. C'est-à-dire, on m'a dit qu'il était compliqué. Ben écoute, Nicolas Waldorf, aujourd'hui, moi, je te l'appelle tout de suite, là. Il n'est pas compliqué Pourquoi du c'est, tout. pourquoi c'était important pour toi de l'interviewer? Parce il représentait notre métier tous les jours sur M6 à 18h30 dans Incroyable Transformation. Donc, j'avais interviewé tous les grands de notre métier qui sont backstage, c'est-à-dire que le grand public ne les connaît pas. J'ai interviewé Stéphane Amaru, j'ai interviewé Christophe Nicolas Bio, qui est un des plus grands coiffeurs probablement au monde. Il vient de coiffer en Chine devant 10 000 personnes. Sa main a été capturée pour être mise dans le musée sur 3 étages en Chine. Tu le vois, je l'ai mis au début de son interview. Il coiffe, c'est un artiste. Pour moi, c'est Mick Jagger. Il manque plus que les paroles. Il coiffe en chantant, en dansant. On ne se rend pas compte, hein, c'est une rock star. Il est capable de faire lever un zénith entier de coiffeurs.
quand les gens vont se faire coiffer, ils n'imaginent pas ça une seconde. Si tu le vois dans la rue, jamais tu n'imagines que tu ne peux pas l'approcher. Il est bien plus difficile à approcher que Nicolas Waldorf. Eh bien, la dernière interview que nous avons faite, c'est lui qui me l'a demandé. Donc, nous C'est l'avons vrai? réalisé, voilà, à l'hôtel Lutetia, où il a aussi, entre autres, la cabine de soins. Mais là, tu vois, c'est un cran. C'est-à-dire qu'il n'est pas connu du grand public. Nicolas Waldorf, c'est tout le monde qui peut le... Il a écrit un livre. Tu vois, il rentre dans les foyers tous les jours. Donc, lui, en plus, il est fou, tu vois. Il va partout. Nicolas, tu peux pas Alors, si moi, tu trouves que je suis hyperactive, suis Nicolas Waldorf. Tu vas plus dormir. Qu'est-ce qui te fascine? C'est une fascination de leur parcours? Qu'est-ce que tu aimes poser comme question dans tes interviews? Qu'est-ce qui Ouais, t'intéresse en fait? en fait, qu'ils disent qui ils sont. Parce que là, c'est vraiment des multipotentiels. C'est des gens qui sont sans cesse en création. Christophe Nicolas Bio, il met 1 an pour écrire un show de coiffure. Quand il coupe une mèche de cheveux, il sait, tu vois, il coiffe Juliette Binoche, Sylvie Vartan là pour sa tournée, entre autres. Et quand je suis allée l'interviewer, il y a le livre de Juliette Binoche, je crois, qui me tombe dessus de, du truc, il n'est pas encore là. Donc j'ai dit, bon, on va le mettre sur la table, on ne sait jamais. Judith Godrèche, pardon. Non, Isabelle Huppert. Pardon, Isabelle Huppert. Donc je dis, bah, écoute, si le livre m'est tombé dessus, on va le mettre sur la table. Et donc au cours de l'interview, j'ai dit, puis là, il y a ce livre qui m'est tombé dessus. Est-ce que tu la coiffes? Et il me dit oui. Sauf qu'on n'est pas du tout dans sa bibliothèque. Donc je leur demande aussi le lien qu'ils ont avec le monde invisible. C'est ma Ah petite. oui. Mais avant de Alors, poser cette question, Nicolas, lui, il n'y a pas de lien avec le monde de l'invisible si j'ai bien regardé sa vidéo. Il est assez hermétique hein, à tout ça, hein. il y a un moment donné où il dit qu'il y a quand même des choses bizarres. Ah, Oui, mais voilà. tu parles de Nicolas Waldorf ou tu parles de... Oui, oui, oui. Nicolas Waldorf, il dit juste que Je l'ai il senti répète assez un peu, fermé. ouais, il répète un peu des choses de son grand-père en buvant dans le même bol et que sa sœur lui dit et qu'il y a des livres aussi qui lui tombent dessus, mais il n'en tient pas compte, il ne le voit pas. Donc moi, je pose juste des petites questions comme ça. L'idée, c'est que les gens savent que je suis la coiffeuse à l'intuition. Voilà, je suis connue pour ça. Donc, j'écris dans la presse professionnelle. Je vais montrer le magazine parce que je l'ai Eh racheté. oui. Donc, les gens, ils ne savent pas, tu vois, c'est un magazine que vous verrez jamais parce que c'est que les professionnels qui le, qui le Qu'ils le reçoivent. mettent dans leur salon? Et ils le reçoivent, ils le mettent dans leur salon ou même En pas? fait, il faut s'abonner pour l'avoir. Et moi, je suis dans... Enfin, les coiffeurs, enfin, pour avoir un tiers de page, tu vois, il y a Éric Zemmour qui a fait aussi une émission. En fait, les coiffeurs, pour être dans ce magazine, ils pourraient tuer. Mais moi, j'ai une pleine page sans tuer. Ah ouais, descends un petit peu, voilà. Eve Bria. Les cheveux dans les yeux avec Eve Bria. Voilà. Alors, Mm. cette coiffeuse-là, en fait, elle a eu un grave problème de santé. Elle ne le disait pas. Elle est formatrice et elle ne le disait pas qu'elle avait eu un grave problème de santé. Attends, excuse-moi, j'ai pas suivi. Laquelle de coiffeuse? Celle que je t'ai montrée là dans le portrait du magazine, D'accord. Ou toi, tu as fait son portrait, c'est ça? en fait, moi, quand je fais les interviews filmées, ensuite, j'écris le condensé de l'interview, D'accord. l'essence de l'interview, et ça paraît dans ce magazine-là. Donc, les D'accord. coiffeurs, des fois, m'abordent et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Attends, mais non, mais j'ai pas envie de voir son salon. Et je me rappelle plus que je fais des articles. J'oublie. Tu vois, après, je me dis, ah ouais, non, c'est vrai. Ah, lui, il insiste trop, hein. J'en ai vu qui engueulaient leurs femmes. Tu vois, pour me montrer la photo de leur salon. Mais moi, en fait, je m'en fiche parce que ce qui m'intéresse, c'est l'humain, le parcours et ce qu'ils vont me dire sans storytelling. Mm. Et ça, je le sens. Mm. Tu vois, ça, c'est mon truc en plus. Mm. Et donc, Coralie, elle m'a livré qu'en fait, elle vivait avec une pile pour court-circuiter des douleurs dans le dos, qu'elle a vendu son salon, qu'elle a tout perdu. Et ça, elle ne savait pas si elle devait le raconter ou pas, donc elle ne le disait pas. Et dans mon interview, j'ai dit, voilà, si tu veux, tu en parles, sinon on ne le dit pas, je respecte. Elle a mûri l'idée et en fait, c'est dans mon interview qu'elle a dit ça. Et aujourd'hui, c'est sa force.
un peu plus que, voilà, un supplément d'âme. Moi, j'aime bien que, tu vois, révéler le potentiel des gens ce qu'ils n'ont pas vu, tu vois. Ce truc-là, tu crois que c'est une faiblesse, c'est ta force. Donc ça, j'aime dans ma vie, dans la vie des autres, tu vois, ce petit truc-là, je vais le voir. Si tu veux bien me le donner, on va travailler et on va en faire quelque chose. Ça, j'aime bien. Alors justement, quel est ton rapport avec la spiritualité dans ton quotidien? Alors, moi, je suis connectée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu Mais tu vois, as un sentiment d'être connecté à quoi ou à qui? alors, je ne sais pas. Ça, je t'avais même posé la question qui me parlait. Parce qu'on me parle. Et je ne sais pas toujours qui me parle, mais j'écoute. Euh, Moi, pour moi, c'est une source informationnelle qui est forcément... Bienveillante? Ouais, ouais. Et je vais te dire même qu'une fois dans ma vie, j'ai fait plusieurs cadeaux à une personne spirituelle. Je ne vais pas dire le nom là. Et cette personne-là, j'ai offert de très beaux bijoux. Mais vraiment avec mon cœur, mon âme, j'ai choisi vraiment. Et puis, je voyais jamais... Attends, excuse-moi, j'ai plus le son. Ouais, ouais, ça se Ah, connecte. ça y est, Attends. c'est revenu. Ça y Oui, est, parce c'est que... revenu. Bon, en tout cas, Attends, non, non, alors reviens parce que du coup, j'ai pas du tout eu. Donc, tu offres des beaux bijoux et après, j'ai plus entendu. alors j'offre des beaux bijoux à une personne très spirituelle. Et quand je revois cette personne-là, je vois jamais ces bijoux, mais je vois pas dans ses stories, je vois pas. C'est des bijoux qu'on peut porter dans une très belle soirée. Et donc un jour, elle me dit, il faut que je te raconte en fait l'histoire des bijoux, pourquoi j'ai pas les bijoux. J'ai appris après que c'était pas quelqu'un de très très bienveillant à mon égard. Eh bien, elle m'a raconté qu'en fait, elle a fait une balade, et qu'en fait, elle est tombée dans un ravin et que tous les bijoux lui ont été arrachés. Et moi, je savais à ce moment-là pourquoi les bijoux lui avaient été arrachés. Je ne pouvais pas lui dire parce que moi, j'offre un cadeau, c'est pour faire plaisir. Mais tu vois, cette connexion-là, c'est comme si on me disait, voilà, t'inquiète pas, tu offres pas, si tu offres des choses à la mauvaise personne, voilà, j'ai un truc comme ça où tu vois, un jour, je me rends chez mon thérapeute dans le 18e, justement, l'hypnothérapeute avec qui je travaille sur l'agoraphobie et tout ça. Donc, je fais un travail sur moi, j'y vais péniblement, difficilement, on m'accompagne. Et je suis un peu sur mon téléphone en cherchant le code de la porte. Donc, je perds ma vigilance, tu vois, parce que ben, je me suis trompée de porte, enfin bref. Et là, j'entends deux policiers qui font police. Et en fait, derrière moi, il y avait deux hommes, ils les ont plaqués comme ça. Et moi, j'ai eu tellement peur, ça m'a tellement coupé les jambes d'avoir été déconnectée 2 secondes. Normalement, je suis hyper vigilante, ça ne peut pas m'arriver ça. Dans mon dos, je sais s'il y a quelqu'un de dangereux. Et là, j'ai eu un instant, tu vois, Ghost, Hmm. le moment où, tac, et ils m'ont même pas demandé après. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans le Porsche, j'ai fermé la porte et j'ai dit en descendant à la personne qui m'a accompagnée, il s'est passé un truc dingue. Je sais même pas si c'est une blague. Je sais même pas si c'est une blague, si c'était vrai, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que il s'était rien passé. Tu vois, j'ai juste eu une adrénaline comme ça parce que j'ai bien compris que c'était vraiment la police, mais j'ai pas su ce qui. Donc, j'ai des trucs comme ça où je me sens très accompagnée, très. Voilà, quand ça merdouille, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'ai fait un truc qui n'est peut-être pas très au clair, je suis peut-être pas tout à fait sur le bon chemin, donc ça merdouille aussi quand même de temps en temps. Faut être clair. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un plan qui t'est destiné, comme on a pu parler tout à l'heure des synchronicités, des gens qu'on va mettre sur ton chemin, ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il n'y a aucun plan et que c'est toi au jour le jour qui le construis? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des cartes. C'est pour ça que quand on me dit tu fais beaucoup de choses, bah moi j'ai l'impression que si je loupe une carte, je loupe le jeu. Donc, si tu veux changer de vie, il faut bien que tu joues la carte. Tu, enfin, donc si à un moment donné, tu vas faire beaucoup de choses pour savoir vers où tu transites. Il y a un moment donné, il faut avoir deux métiers pour en faire un nouveau.
Moi, j'ai des clientes, souvent, elles viennent me voir, elles sont en reconversion professionnelle et elles espèrent quitter leur métier, par exemple dans le marketing, et faire de la naturopathie. Moi, je leur dis, arrêtez de rêver, hein. Faites de la naturopathie en dehors de vos heures de travail dans un premier temps. Après, tu vas voir si c'est là que tu dois être ou et bien souvent, elles se rendent compte que, oh là là, le marketing, c'était dur, mais la naturopathie, c'est pire. Donc Mm. moi, j'ai l'impression qu'on joue, ouais, avec des cartes. Des fois, tu les prends, des fois, tu dis non, là, c'est trop haut pour moi. Et on va peut-être te les représenter après, hein. On va pas tarder à arriver à la fin de cette émission et j'aimerais savoir si, est-ce que tu es fière de toi, Eve? Ouais. Alors, j'ai pas beaucoup de choses sur moi. Par contre, j'ai une fierté de la petite fille que j'étais à la femme que je suis devenue. Je sais que tout a été travail, tout. Chaque instant, chaque seconde. Il y a rien qui m'a été donné, il y a rien qui a été volé. Il y a eu des instants qui ont été proposés, magiques et des fois d'autres très durs. J'accepte. Voilà, je j'y vais et voilà. Mmh. Et si tu avais un message, un dernier message, le mot de la fin, un message d'amour, d'espoir à transmettre, qu'est-ce que tu aimerais dire? Bah, aimez-vous. En fait, tu vois, dans ma vie, plus jeune, ce qui m'a aidée, c'est de rencontrer des amis qui ont remplacé des sœurs que j'avais pas et on s'aidait. C'est-à-dire que moi, je leur apprenais le français, elle me lançait des petites boulettes, avec les résultats en maths parce que moi, j'étais nulle. J'écrivais 3 rédactions à l'interclasse en me mettant dans la tête du professeur pour qu'il capte pas, que c'était pas elle. On s'aidait, tu vois? Donc j'ai envie de dire aux gens: «Aimez-vous». C'est pas parce que tu vas donner à quelqu'un qu'on va te prendre. Donne, donne, donne. Il y en a à foison, il y en a pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, aimez-vous. Et c'est ce que tu fais, hein. Tu es beaucoup dans la solidarité, dans l'entraide. Ah ouais. Ah ça, c'est C'est moi. incroyable, hein. Ça Mm. ça, on va croire que c'est storytelling. Moi, je Moi, sais. je sais, en tous les cas, que tu fais beaucoup pour moi. Bah, moi, c'est mon truc. Mais tu fais pareil. C'est Je notre te point commun. remercie. Ouais, C'est c'est notre notre point commun? Oui, ouais. c'est vrai. On est dans la solidarité, dans l'entraide, dans l'amour. Et on n'attend pas forcément quelque chose en retour. On le fait avec le cœur parce qu'on croit en la personne et qu'on a envie de la voir monter, s'élever. Et puis, on bosse pour la même chose. On bosse pour l'amour et la lumière, hein. Ah ouais. Alors ça, moi, j'ai tellement été dans l'ombre que maintenant, j'ai transité. Je laisse les gens qui veulent rester dans une part de, tu vois, de compétition, de ah, non, tu vois, moi, je joue pour l'amour. Voilà. Et où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu dis il y a de la place pour tout le monde. Ah ouais. La preuve. C'est vrai. La preuve, je suis là. Ce Ouais. sont de très beaux messages. Je te remercie vraiment, Eve, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie et merci pour toutes ces belles interviews que tu j'écoute avec beaucoup d'intérêt parce que, tu as cette capacité de faire accoucher est un terme un peu violent, donc je peux le reformuler, mais en vérité, j'ai envie de dire accoucher, donc je suis désolée. C'est un beau bébé à la fin. Mm. Voilà et de toute façon Merci. avec tous les Merci anges pour que tu ta as confiance. derrière. Ouais. Merci beaucoup pour ta confiance. Je te fais des gros bisous. Moi aussi, Je te dis à bientôt. à bientôt. Mm. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Bye.